bienvenue à l'émission Émergence. Je suis Sylvie Lapointe, l'animatrice de l'émission. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir, justement, l'émission Émergence, c'est pour des gens qui nous inspirent. Une personne qui m'a inspirée, moi, personnellement, Ginette Gratton. Bonjour, Ginette. Bonjour, Sylvie. Mais toi aussi, tu m'inspires. Ah oui? On Oui, s'inspire on mutuellement. mutuellement. Puis là, on a une grande histoire, toi puis moi, là. Hein? Ça fait combien d'années qu'on se connaît? Parce que Ça doit faire 42, 43 ans, ça probablement, là. Oui. Hein? Parce que tu étais mon enseignante en 5e année. En 5e année. Hey, ça fait longtemps, ça. Puis là, je t'ai retrouvée quand je faisais Entre nous, l'émission Entre nous. Puis à un moment donné, je t'ai vu rentrer en coup de fusil. Puis j'ai dit, hey, je sais pas si ça va se souvenir de moi, mais il faut que je lui dise bonjour. Puis tu t'étais souvenu de moi. Ben oui, je me suis souvenue de toi tout de suite. Tout de suite, j'animais pour Tout l'amour du monde. C'était au studio de TV Rogers sur le boulevard Saint-Laurent. Saint-Laurent, oui. Ça fait déjà 6-7 ans au moins, hein? Et ensuite, on a fait des émissions ensemble sur des livres qui nous inspirent. Et sur la psychologie positive. Oui, sur différents thèmes. Puis des femmes aussi qui nous inspirent. Donc, on a beaucoup jasé dans les dernières années. Mais là, le focus est sur toi, ma chère Ginette. Ben oui, hein? Parce que tu as un beau cheminement que je pense qui va justement inspirer plein de gens, si ce n'est pas déjà fait. Alors, on voulait parler de ton implication communautaire. Oui, mon implication communautaire. Mais là, déjà, là, je viens d'une famille qui a toujours été très impliquée, très engagée. Ma mère m'avait dit, très jeune, les seules personnes qu'on ne critique pas, c'est les personnes qui font rien. Parce que tu veux vraiment rien faire. Parce que j'avais été nommée présidente de quelque chose à l'école, puis j'avais fait quelque chose, puis il y en a qui n'étaient pas contents. Elle m'avait dit, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Rien faire. Fait que tu as le choix. Alors, pour moi, l'engagement dans mon milieu fait partie de mon ADN, ça fait partie de mes racines. Oui. Je viens d'une famille de politiciens, de journalistes, d'enseignants. Ma grande inspiration dans ma vie a été Gisèle Lalonde, qui est ma tante et ma mentor. Et donc, moi, j'ai grandi à l'ère où les femmes sortaient de la maison, mais devaient quand même s'occuper de la maison et avaient une carrière. Dans le fond, une double responsabilité. Oui. Et pour moi, mon travail dans le monde, ce que je faisais dans le monde, ça a toujours été très, très important. La première partie de ma vie, c'est ce qui a été le plus important, ce que je faisais. Et je ne savais pas j'avais pas de rêve de vouloir faire... Oui, en fait, quand j'étais très jeune, quand j'avais 10 ans, 11 ans, je voulais être speakerine, on disait dans le temps, à la radio. Mais tu sais, quand tu vis à Vanier, où tu vas pour faire la radio? Mais c'est quoi qui t'avait donné ce rêve-là? Ou tu avais entendu quelqu'un à la radio? Ça me fascinait, la radio. Ça me fascinait, où je voulais faire de la télé. Ça me fascinait. Le monde des médias me fascinait. Parce que je voyais que la personne qui est à la télé a un grand impact sur les gens qui nous regardent. Donc, j'ai fait une triple carrière. J'ai fait une carrière à 3 têtes, si on veut. J'ai toujours enseigné. Oui. J'ai commencé à enseigner en 69. J'enseigne encore à l'occasion à l'université, à la Cité. Je pense que tu m'as enseigné la première année que tu enseignais. C'était pas en 69. J'ai enseigné en 75, 76, ah, vraiment? 74. Regarde la mémoire. OK, continue. J'ai enseigné à l'école Baribeau pour commencer en 3e année. Ensuite, j'ai fait une carrière dans l'enseignement. J'ai toujours enseigné. Ensuite, j'ai fait une carrière en même temps dans les médias. Je faisais les journaux quand j'étais à l'école. Quand c'était le temps de parler en public, c'est toujours à moi qu'on demandait. En 86, j'ai accepté la production communautaire d'une émission à TV Rogers. Pour moi, c'était une révélation, l'impact, le grand impact, le grand pouvoir de la télévision communautaire. Alors, tu avais vu juste quand tu étais toute jeune. Bien, disons qu'on voit toujours juste, hein, parce qu'on voit nos talents. Oui. Ce qu'on voit à l'extérieur, on ne peut pas voir des choses pour lesquelles on n'a aucune affinité. Donc, quand on voit quelque chose, quand les gens me demandent, je ne sais pas quoi faire de ma vie, bien, qu'est-ce que tu vois? Quels sont les manques que tu vois dans la société? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose autour de toi? Qu'est-ce qui manque, là? Puis c'est probablement là qu'il faut que tu ailles. Oui. Parce qu'on ne peut pas voir des manquements où on n'a pas une affinité, comme je dis, ou un talent. Oui, je crois à ça, moi aussi. Oui, on voit pas. On voit ce qui est à l'intérieur de soi, qui est projeté à l'extérieur. Donc, j'ai toujours travaillé dans les médias. J'ai mis en place le journal Perspective Vanier, qui existe encore aujourd'hui après 14 ans.
Et j'ai aussi fait une carrière en développement communautaire. J'ai été directrice générale de l'Association des conseils scolaires, quand on est allé 3 fois devant les tribunaux en 3 ans pour avoir la gestion scolaire. Donc, la première partie de ma vie, je dirais jusqu'à l'âge de 35 ans, ça a été beaucoup tourné vers ce que je faisais dans le monde. Mais je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui manquait. Je me rendais compte que ça ne suffisait pas pour me rendre heureuse, pour me sentir complète. Et c'était plus le monde de l'enseignement, hein, la première partie? Oh, c'était tout en même temps. Tout en même temps? J'ai surtout fait en même temps. OK. Donc, l'enseignement, les médias... Donc, c'était plus l'âge qui était marquant. C'était le fait de me définir à partir de ce que je faisais. OK. Aujourd'hui, je le regarde et je me rends compte que c'était ça qui manquait. Et je me suis rendu compte à un moment donné qu'on pouvait... C'est pas ce qu'on faisait qui était important, c'est ce qu'on était, peu importe où on est. Ce qui nous définit, mon identité, c'est pas ce que je fais, c'est ce qui je suis. Et j'ai commencé à faire beaucoup de travail inconsciemment, à chercher qui j'étais, à chercher à l'intérieur. J'ai fait à peu près tous les cheminements imaginables, les cheminements spirituels, du bouddhisme jusqu'à Ignace de Loyola, en passant par les Autochtones, en passant par un courant miracle. Et toujours pour essayer de me comprendre et de savoir qui j'étais dans le monde, pour essayer de trouver la joie, peu importe ce qui se passait, et de ne pas me définir par ce que je faisais. Donc, mon engagement communautaire a été beaucoup marqué par ce cheminement personnel que j'ai fait. Pour moi, une communauté, j'ai beaucoup de difficultés avec le terme de communauté. Oui. On l'utilise à toutes les sauces, ça veut dire toutes sortes de choses. Mais pour moi, une communauté, c'est un groupe de personnes qui se racontent la même histoire. OK. Qui pensent qui se racontent la même histoire et qui pensent que c'est important. Mais pour faire partie d'une communauté, se raconter une histoire et croire que c'est important, il faut avoir fait un cheminement à l'intérieur de savoir est-ce que c'est vraiment ça que je pense qui est important. On peut pas, comme tu vas avoir la communauté franco-ontarienne, ben elle se raconte des histoires, la communauté franco-ontarienne. Est-ce que moi, je crois à cette communauté-là? Est-ce que je crois à ce que cette communauté, ces gens racontent? C'est très difficile quand on dit qu'on fait partie d'une communauté de dire des choses qui ne sont pas avec lesquelles la communauté n'est pas d'accord. C'est une façon de se définir, c'est une identité. C'est une identité. OK. Et je suis totalement contre cette... Je trouve que quand on se définit à partir d'une communauté, on fait erreur. On devient des survivants du cancer. On devient des vétérans. Oui, je comprends. On devient des franco-ontariens. On devient des féministes. Donc, on devient des transgenres. On ferme les clôtures, essentiellement. Alors qu'on est on est beaucoup plus que ça. Donc, et je ne crois pas, moi, personnellement, dans ma vie, à adhérer à des causes. Parce qu'une cause, c'est quelque chose de l'intérieur que je cherche, que je veux atteindre pour un groupe. Et c'est une identification, une identité de groupe. Et pour moi, il n'y a pas de prise en charge communautaire s'il n'y a pas au départ une prise en charge de moi, une prise en charge personnelle. Quand je regarde quelqu'un, quand quelqu'un parle, quand on parle d'une communauté, je veux savoir qui est cette personne derrière qui parle au nom de cette communauté. Comment vit-elle? Parce que très souvent, là, la personne, là, elle défend des grands idéaux, mais dans sa vie, ça s'écroule. Et pour moi, ça n'a pas de crédibilité. OK. Pour moi, fais le ménage chez toi avant de dire aux autres comment faire et quoi faire. Donc, de se définir à partir d'une communauté, pour moi, c'est très difficile. Même la communauté franco-ontarienne, je sais que je vais faire de la peine à beaucoup de gens parce que les gens aiment beaucoup ça, me mettre la franco-ontarienne, la fille de Vanier. Mais non, je suis une personne qui vit à Vanier, qui vit en français. Pour moi, le français, c'est une langue. C'est des mots dans un dictionnaire. Quand on les met ensemble pour donner un sens au monde dans lequel on vit. Et ça fait partie de mes racines. C'est important. Le français est important pour moi, pas parce que c'est le français, pas parce qu'il faut sauvegarder la langue française, mais parce que ce sont mes racines
et que je ne peux pas transformer le monde si je ne suis pas bien enracinée. Et si je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle a, la langue française, de différent de la langue anglaise. Il y a un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est celui de quand les Français parlent, on parle à l'envers des anglophones, ou les Anglais parlent à l'envers. On dit, puis je pense que je t'ai déjà dit, on va dire l'Association des fermiers d'Ottawa. Alors qu'en anglais, on va dire The Ottawa Farmers Association. Oui. Donc, c'est complètement le monde à l'envers. En français, on voit toujours le grand portrait avant d'aller à l'individu. Alors que en anglais, on voit l'individu avant d'aller au grand portrait. Donc, tout ceci pour dire que, pour moi, une communauté, tu sais, puis, on vit dans un monde qui est très étrange présentement. Il y a beaucoup, beaucoup de polarisation. La politique est importante pour moi. Il y a la gauche. La gauche qui s'identifie à un groupe. À la gauche, ce sont des groupes, les transgenres, les transsexuels, les féministes, les analphabètes. Il y a des groupes. Tout le monde, il faut être tout dans un petit groupe en quelque part. Puis là, il faut que tout le monde connaisse le langage de ce petit groupe-là. Sinon, on va les offusquer si on ne connaît pas leur langage. Oui. Hein? Puis là, il faut faire attention. Puis c'est ce qu'on appelle politiquement correct. Bon, bien, OK. Disons que c'est des petits groupes. Et une communauté qui ne prend pas conscience de qui elle est et que ses membres ont une liberté d'être, glisse rapidement vers ça. De l'autre côté, tu as la droite. La droite qui s'identifie par l'individu. Et pour qui l'individu, c'est roi et maître. C'est amené à l'individualisme. C'est amené à moi. Protectionnisme. Au quoi? Au protectionnisme. Au protectionnisme. À vouloir, moi, à être seule dans mon coin. Je veux rien savoir des autres. Je vais m'enrichir aux dépens des autres. Arrangez-vous avec vos problèmes. Donc, tu as la droite qui mène que quand on a un groupe, ça devient du tribalisme. Là, mais... Donc, dans le milieu... C'est ça, dans le milieu. Dans le milieu. On va en parler oui, après la pause. Après la pause. Au retour de la pause, on parle avec Ginette Gratton. Merci, Ginette. De retour à l'émission Émergence avec Ginette Gratton. Et Ginette, tu nous parlais avec beaucoup, beaucoup de passion de comment tu vois justement la gauche et la droite. Puis là, on s'est arrêté dans le milieu. Bien, disons la gauche, la droite. C'est qu'on s'en rende compte ou qu'on s'en rende pas compte, c'est ce qui influence le monde dans lequel on vit. Oui. On peut le voit toutes tous les sortes jours de noms. oui, Il y a tous les petits groupes qui se définissent et puis que tous les membres s'identifient à partir du groupe. Et à l'autre extrême, on a l'individu qui s'identifie comme c'est ma vie, mes affaires, laissez-moi tranquille, je vais rien savoir. Je mets une clôture autour de chez nous, je mets des rideaux dans ma fenêtre, regardez-moi pas. Donc, mais tu sais, je pense que, premièrement, notre première responsabilité dans la vie, c'est de donner naissance à ce qui on est. OK. C'est qui je suis, c'est profondément à l'intérieur. Mm-hmm. Et pour y arriver, il faut enlever toutes les couches, toutes les expériences négatives qui nous font juger, tout ce qui nous fait peur, tout ce qui nous fait avoir de l'angoisse. Il faut tout enlever parce qu'essentiellement, à l'intérieur, c'est de la joie qu'on va trouver. C'est de la joie qui va se traduire en amour, en tendresse. C'est de la joie. Et c'est là où je suis, c'est qui je suis. Donc, ça, c'est un travail qui doit se faire, mais on ne peut pas le faire sans non plus vivre avec les autres. Mm-hmm. Donc, c'est important pour moi qu'on fasse les deux. Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry écrivait, « Chacun est responsable de tous. Chacun est responsable de l'autre. Nous sommes tous responsables de tous et de l'autre. » Oui, c'est ce que je crois. Et donc, je suis responsable du bonheur de l'autre, mais je suis responsable de mon bonheur à moi aussi. Mm-hmm. Mais l'autre est responsable de son bonheur à lui aussi. Et quand je suis heureuse et quand j'ai de la joie et quand je fais des choses qui viennent de ce plus profond
de moi qui est de la joie, ben j'apporte de la joie aux autres et je permets à l'autre de se retrouver aussi. Je crée un milieu. Donc, pour moi, ce qui est important dans la vie, c'est créer des milieux, des environnements où les enfants peuvent s'épanouir, où les voisins peuvent trouver la vie belle, où la famille, où les gens à la maison peuvent trouver un peu de réconfort, de joie, de tendresse. Donc, mon implication dans la communauté a toujours été dans ce sens-là. Si j'ai fait de la télé, c'était pas parce que j'aimais faire de la télé. C'est parce que je trouvais que le médium était très puissant pour apporter de la joie dans la vie, dans le monde. Et je suis convaincue que les émotions qu'on ressent sur un plateau voyagent à travers les ondes oui, tout à et fait. vont toucher les gens directement dans leur cœur. D'où l'importance de toujours être conscient dans quel état nous sommes quand on utilise notre téléphone intelligent pour envoyer des textos, ou Twitter ou Facebook. Ce qu'on met, ce qu'on projette dans les ondes, dans les médias, traverse l'univers. Et pour moi, c'est très important que ce soit vrai. Que ce soit vrai, que ça vienne de cette partie à l'intérieur de moi qui est la seule partie qui est vraie. Parce que tous les problèmes, on est allé, toi et moi, récemment, écouter Eckhart Tolle à Montréal. Oui. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup d'Eckhart Tolle qui, pour moi, c'est celui qui définit le mieux toutes ces couches qu'on se met devant, par-dessus qui on est vraiment. Et c'est quand il parle du corps de souffrance ou le corps de douleur. Ou, en anglais, c'est the pain body. Et qui est composé de... c'est un corps qui est réel et qui est composé de toutes les expériences négatives qu'on a eues dans notre vie et qu'on a acceptées, qu'on n'a pas... qui se sont empilées, qui cachent vraiment qui je suis vraiment. Et aussi longtemps que je ne me suis pas défaite de toutes ces couches-là, je n'ai pas atteint le vrai en moi. Donc pour moi, c'est important que l'on tende vers le vrai. Pour moi, c'est important que l'on tende vers le bon, que je veuille cette même chose pour mon voisin, pour mon ami, pour mon enfant, et qu'on tende vers le beau, ce qui est esthétique. Parce que ce qui est beau attire. Oui, ça a une énergie positive. Oui. Ça me fait beaucoup penser à une histoire de moines thaïlandais qui, leur capitale se faisait gagner et perdre régulièrement entre la frontière de Burma et la frontière de Thaïlande. Puis l'histoire dit qu'à un moment donné, l'invasion était imminente et les moines ont décidé de cacher le Bouddha qui était fait en or avec des couches de glaise et de boue. Et à un moment donné, ils ont tous péri dans cette fameuse bataille. Et plusieurs années plus tard, on essaie de bouger le fameux Bouddha qui, on pensait, était en glaise pour pouvoir faire de la place pour une nouvelle route. Et le moine qui était chargé de s'assurer que tout procédait de façon sécuritaire, le soir, il se promenait avec sa lampe de poche, puis il a vu un reflet brillant, puis il s'est aperçu qu'il y avait une craque, puis qu'il y avait quelque chose de brillant à l'intérieur du Bouddha. Et c'est là qu'ils ont découvert que le Bouddha était en or solide. Et donc, c'est une belle métaphore parce que, dans le fond, à l'intérieur de nous, il y a cette beauté-là, il y a cette joie-là, il y a cet amour-là. Oui, puis ce que tu dis, c'est tellement vrai. Moi, ce que j'aime utiliser, puis qui est dans le même sens de ce que tu dis, c'est une phrase d'une chanson de Leonard Cohen qui dit « There's a crack in everything, and that's how the light, that's where the light gets in. » C'est tout à fait ça. Et pour ces couches qu'on a devant nous, la souffrance qu'on a dans notre vie. Chaque expérience négative, chaque mot méchant, chaque déception devient une couche de glaise qu'on empile. Par contre, à l'intérieur de ces couches-là, il y a toujours des fentes. Il y a toujours des fentes. Et si, plutôt que de voir la déception, de voir la tristesse, je regarde cette fente, comme ton moine thaïlandais avec sa lampe de poche qui a vu l'or, si je regarde la fente, et que je la laisse être, je vais faire fondre cette douleur. Parce qu'à travers la fente, je vois la lumière qui est moi. Et la lumière
va envahir la noirceur, ça va faire désintégrer. Donc, c'est pas compliqué. Il s'agit rien que d'avoir le courage, parce que ça prend du courage. Oui, ça prend du courage. Ça prend du courage parce que ça fait mal. Quand on commence à regarder à travers la fente, puis savoir que... Parce que quand on regarde, c'est comme si on le vit encore, mais si on laisse la lumière envahir notre être, bien, cette douleur, cette déception, cette tristesse, cette haine parfois qui vit en nous va se désintégrer. Et d'ailleurs, c'est une technique que j'ai appris d'un prof de yoga indien qui disait à chaque jour de regarder les événements qui nous ont blessés et de vivre pleinement l'émotion, que ce soit de la peine ou la colère ou de la vivre pleinement. Puis à un moment donné, il y a un déclic qui se fait, puis l'énergie négative est dissipée. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et de la vivre intensément sans la juger. Sans essayer de dire « Oh, je devrais pas, je devrais pas. » De façon neutre, objective, comme un témoin. Oui, c'est ça. La vivre. Regarder, la vivre, être avec cette douleur, être avec cette souffrance. Et elle va disparaître. C'est ça, quand on parle de l'alchimie, c'est ça. C'est de changer la matière fondamentale. La matière qui est pas très agréable en or. Alors, c'est ça. Puis tu as entièrement raison, c'est de la regarder. Et il y a des exercices, que ce soit dans un courant miracle, que ce soit avec Eckhart Tolle, que ce soit avec les Amérindiens, que ce soit avec Yasol Loyola. C'est très important à tous les jours de regarder, de prendre le temps de revivre sans juger. Et parfois, ce qui est encore plus puissant, plus difficile, c'est de retirer l'événement de l'émotion. Oui. Alors, si c'est mon voisin, ou si c'est mon conjoint qui m'a fait de la peine, vive la peine, mais enlever le conjoint du chemin. Parce que, oui, c'est difficile de distinguer, dans le fond, qu'est-ce qui t'appartient, puis qu'est-ce qui appartient à l'autre, puis qu'est-ce qui fait partie de l'histoire. Mais là, si on revient à ton implication dans le milieu, pour ne pas utiliser le mot communauté, c'est quoi le plus beau cadeau? C'est quoi le plus beau cadeau que tu reçois de cette implication-là? Je pense que le plus beau cadeau que je reçois, c'est de voir qu'il y a d'autres personnes qui se rendent compte que la vie est belle. OK. Qu'il y a de la joie à l'intérieur, que c'est possible. Puis qui sont beaux, hein, parce que j'ai regardé des entrevues, c'est ça que tu as le talent d'être capable de faire comprendre aux gens comment ils sont beaux à l'intérieur sans qu'ils soient capables, eux, nécessairement, de le voir. Oui. Puis quand quelqu'un voit la beauté dans un autre, c'est magique. C'est de voir la beauté dans chaque chose. Donc, mon plus grand cadeau, c'est que aussi, quand je rencontre quelqu'un de cœur à cœur, quand je te rencontre de cœur à cœur et qu'on se rencontre dans cette émotion de joie mutuelle, de joie ou d'admiration mutuelle, je me transforme. Je deviens un petit peu comme toi. Je ne perds pas qui je suis, mais je deviens un peu comme toi. Tu deviens un peu comme moi. On devient plus grand. Donc, pour moi, ça, c'est le sens du milieu et de la communauté. C'est une communauté d'esprit, c'est une communauté où, quand on dit on est tous un. Oui, où le tout est plus grand que la somme de ses parties. Oui. Puis que je ne suis jamais seule. T'sais. Donc, il y a donc, j'ai beaucoup de difficultés à m'identifier. Je sais qu'on m'a souvent prêté comme tu vas nous aider avec ci, tu vas nous aider avec ça. J'ai souvent été aussi très critique à l'égard de la communauté franco-ontarienne ou à l'égard de la communauté de Vanier. Tu sais, Vanier, présentement, quand je suis revenue de la France, de vacances l'été passé, les gens me demandaient de prendre le SOS Vanier à cause de l'Armée du Salut. Puis, je peux pas, parce que c'est négatif. Je peux pas. Là, je disais, mais si on veut sauver quoi? Le chemin Montréal sur lequel j'habite, ça a l'air d'un ghetto. On n'a rien fait encore pour toutes les autres choses. On veut sauver quoi? Donnons-nous une vision, donnons-nous, disons au monde qui nous sommes, faisons rayonner qui nous sommes sur le chemin Montréal, et l'Armée du Salut devra entrer là-dedans.
qu'est-ce que ça donne d'éliminer? C'est comme mettre l'accent sur le problème plutôt que sur la lumière. Puis toi, ce que tu fais, c'est justement mettre l'accent sur la lumière. C'est parce que tu as cette vision-là de la beauté possible et tu travailles à ça de façon diligente. Et c'est comme ça que tu m'as inspirée. Merci, Sylvie, d'avoir reçu. Je suis sûre que le milieu te remercie. Bien, j'espère. Bien, oui. Moi, je te remercie. Merci, Quel plaisir de passer ce temps-là avec toi. Merci. Sylvie.